es célibataire actuellement? Je disais, ma vie, c'est de la merde actuellement. Ma vie, elle est merdique. Okay. Je sors pas, je vais pas en vacances, je fais que bosser. Tu te sacrifies pendant quelques années et après, tu pourras profiter du fruit de ton travail. C'est difficile de rencontrer des personnes parce que mon mode de vie il est en train de s'éloigner de plus en plus de personnes. J'ai pas envie de regarder où est la destination, combien coûte le billet d'avion. Mais Nassim, en fait, tu fais quand même des vidéos de divertissement, toi, non? Ok, c'est bon, vas-y, on passe youtubeur. Je sais que c'est très égoïste, mais il y a un moment, ça saoule. Est-ce que t'as l'impression d'avoir souffert dans ta vie? Et puis, j'ai pas envie de multiplier les rencontres, en fait. Parce que j'ai déjà essayé et c'est pas forcément très épanouissant. Parce que je suis un peu con ou taré, je sais pas. Bah, je nous ai pas trop éclairé sur le questionnement, mais bon. Y a pas de mal. Nassim, bonjour, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Bah ouais, ça va En super. ce lundi matin pluvieux, mais en très bonne compagnie. Ouais, on commence la semaine là dans des conditions, mais comme t'as dit, bonne compagnie. On va discuter un peu. Ça fait bien plaisir. Alors, je suis à Lyon. On est là pour tourner 2 épisodes. Merci pour l'organisation. Enfin, moi, quand je vois ça, là, je pose le décor, je débarque. Il y a une équipe qui nous filme, il y a 3 caméras, il y a les lumières, il y a tout. C'est une salle louée pour l'occasion. Ça me vend du rêve. Ah tout de non, suite. attends. Moi, je fais des trucs dans mon placard, limite, chez moi, tu vois. Mais on a tous commencé dans un placard ou dans des conditions un petit peu, tu vois, amateurs. Ouais. Mais on essaie de se professionnaliser un petit peu. C'est merveilleux. Enfin, moi, je trouve ça merveilleux. Ça m'inspire beaucoup. Et je me sens très reconnaissant de pouvoir en prendre plein les yeux comme ça régulièrement parce que ça me montre aussi que le champ des possibles est très large. Ouais, carrément. Et reconnaissant que tu fasses le déplacement pour qu'on discute un petit peu. Parce que c'est gentil de m'avoir invité. c'est normal. Merci. Et justement, en parlant de changement, de passer du placard à la salle de studio, en quelque sorte, ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui un petit peu, c'est ton parcours, revenir un petit peu sur ton parcours, parce que Nassim, il n'est pas né dans un studio non plus avec des gros bras et une équipe derrière lui. Il a fallu travailler un peu pour tout ça, je pense, quand même, avoir des idées, imaginer des trucs. Et j'aurais voulu revenir un petit peu plus sur là-dessus et puis voir ensuite l'évolution. Comment est-ce que tu as conscientisé cela? Qu'est-ce que tu as changé ta façon de voir, de penser un petit peu à ce niveau-là? Ouais. Et alors, tu as déjà fait quelques interviews, quelques podcasts, où tu racontais un peu ton parcours en détail, tu en as déjà parlé toi-même. J'aime bien revenir un petit peu rapidement dessus, histoire de poser le contexte aussi pour les personnes qui, évidemment, ne seraient pas au courant du contexte qui serait intéressant d'avoir pour d'autres questions. Ouais. Je vais essayer de résumer un petit peu la chose de tête comme ça. Ah, on va voir si t'as bien mémorisé. Derrière, je te laisse me corriger, mais évidemment, repose la chronologie derrière. Si jamais, je vais essayer de pas dire de conneries. J'ai fait quelques devoirs. Tu me dis si j'ai bien fait mon taf. Vérifions. De tête en plus, hein, attention. Alors, sauf erreur, tes grands-parents ont immigré depuis l'Algérie en France et toi, tu es né en France avec un grand frère, une petite sœur. Sauf erreur, tu as eu une vie normale quand tu as grandi. Tu as été pas mal influencé, assez jeune déjà. D'après ce que j'ai cru comprendre, dans ton adolescence, tu étais déjà très éveillé, si je puis dire, à défaut d'un meilleur adjectif. Ton frère t'a pas mal influencé à commencer à lire, à commencer la musculation. Tu as eu beaucoup de symboles qui t'ont inspiré de ouf, comme Schwarzenegger typiquement, Bruce Lee. Tu as commencé tu as fait une formation pour devenir coach sportif. Tu as aussi fait une licence d'art plastique parce que le cinéma est quelque chose qui t'a beaucoup intéressé. De fil en aiguille, tu as fait un petit peu de coaching sportif et ensuite tu t'es dit, bon, j'ai envie de travailler pour moi dans mes propres structures, dans ma propre salle. Et aujourd'hui, coach sportif connu et reconnu, créateur de contenu, notamment sur YouTube avec plus de 800 000 abonnés, mais évidemment partout, comme tout le monde se doit de l'être aujourd'hui, à l'impression en tout cas, à la tête de plusieurs salles de sport, d'un empire un petit peu francophone de coaching, que ça soit pour les pratiquants ou pour les coachs. Donc, entrepreneur, créateur, tout à fait, athlète, ouais, bien évidemment. Avant tout, ça se voit peut-être. Qu'est-ce que j'ai raté d'important ou qu'est-ce que j'ai fait faux? Alors, t'es pas mal. Déjà, tu t'es trompé d'une génération. C'est pas mes grands-parents. Merde. C'est mes parents. J'ai beaucoup hésité. J'ai vu dans tes yeux, mais je me suis dit, c'est pas grave, je continue. Je fonce. Non, effectivement, c'est mes parents. Ouais. C'est mes parents qui sont nés en Algérie et qui ont immigré à l'adolescence à peu près. Enfin, mon père et ma mère à des périodes un peu différentes et ils se sont rencontrés en France. Donc moi, je suis né en France, mon frère aussi, ma sœur aussi. Sur le reste, t'avais absolument tout juste. Oh. Donc effectivement, formation pour devenir coach sportif, licence en art plastique. Tu sais que là, d'ailleurs, on est dans une salle qui s'appelle cours d'art plastique. J'ai vu à l'entrée. C'est une salle qui sert à faire des cours d'art plastique. Je suis entré, je me suis dit non mais c'est un hasard. C'est marrant. C'est un hasard en plus. Donc ouais, licence en art plastique.
J'ai commencé un master en cinéma. Comme tu l'as dit, à l'adolescence, je me posais déjà beaucoup de questions, grâce notamment à mon frère qui a favorisé cet éveil, entre guillemets. Et puis après, la fibre entrepreneuriale, tu vois, qui arrive assez rapidement. Mais tu vois, il y a peut-être une petite nuance que je pourrais faire, c'est que j'ai jamais vraiment voulu faire coach sportif. D'accord. C'est que j'ai directement voulu avoir mes propres salles de sport. Et d'ailleurs, c'est la première phrase que j'ai dit à mon patron quand je suis rentré en stage dans sa salle. Je lui ai dit, je veux pas faire coach, je veux que ta salle, ce soit la mienne. C'est simple. Donc, tu es arrivé, tu l'as dit. Est-ce que tu lui as dit, je veux acheter ta salle, ou tu lui as dit, je veux avoir la mienne? Non, parce qu'il y a une nuance quand même. Il y a une nuance. Je lui ai dit, je veux acheter ta salle. Oh, carrément. Ah oui. Mais après, on s'entendait bien parce que je m'entraînais déjà en tant qu'adhérent dans cette qui est ma salle maintenant, du coup, à VO2 Max. Je m'entraînais déjà dans cette salle depuis 5 ans. Donc, je suis pas venu de but en blanc devant un inconnu lui dire, je veux racheter ta salle. Ça s'est passé de manière un peu plus, tu vois. Je comprends l'attachement qu'on peut avoir avec l'endroit où tu t'entraînes depuis longtemps. C'est là où j'ai commencé la muscu, c'est là où j'ai fait mes meilleures séances, c'est là où j'ai progressé. Donc pour moi, c'était tu vois, une continuation assez normale. Mais oui, le métier de coach sportif, même si j'adore ça, j'adore partager des conseils, etc. Disons que je me voyais un peu plus comme le gérant de salle à la base. Et puis, évidemment, je me disais que ça serait quand même cool de développer un maximum de connaissances pour savoir de quoi je parle en fait. Tu vois, je me voyais mal proposer une salle cool à des adhérents si moi je sais même pas ce que ça demande de s'entraîner dans une salle agréable. Donc voilà un peu la démarche. Il y a une petite histoire de chronologie dont j'étais pas sûr. C'est quelle a été l'intersection entre la passion pour la musculation et le début de ta formation de coach et ces études d'art plastique et cette passion pour le cinéma. Qu'est-ce qui est arrivé un petit peu avant? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a quand même l'impression, évidemment YouTube c'est de l'audiovisuel, mais ça reste quelque chose de plus petit. Ouais. On a quand même l'impression que la musculation a pris un peu le dessus, d'autant plus que je ne l'ai pas mentionné, mais tu as eu des ambitions de compétition, de bodybuilding un temps, qui ont été mises de côté pour des raisons dont on peut se douter, qui est que pour concourir, il faut concourir. Il faut concourir, pour de vrai. Quelle a été la chronologie vis-à-vis de ces deux passions que tu as eues et comment est-ce qu'elles se sont battues l'une un petit peu avec l'autre, avec ton temps notamment? Alors, 100% esprit artistique depuis que je suis né, plutôt que esprit sportif. Très bien. À la différence, du coup, de mon grand frère qui, lui, m'a mis à la musculation. Mais à la base, je me considérais et je me considère toujours comme plutôt avoir un esprit artistique qu'un esprit sportif. Je sais que ça peut être bizarre à entendre pour certains qui se disent « Attends, ça fait 16 ans que tu fais de la muscu, comment tu peux ne pas te considérer comme un sportif ?» Je me considère comme un sportif, mais j'aime bien avoir ce caractère artistique. Pour moi, c'est ce que je suis profondément. Et du coup, j'ai commencé mes études en art plastique, j'avais pas encore commencé la musculation. Donc je suis rentré en licence en art plastique, j'avais jamais touché un haltère, et j'ai commencé la muscu en milieu de 2e année de licence en art plastique. Et du coup, quand j'ai fini ma licence en art plastique, je me considérais pas encore comme un pratiquant de muscu parce que ça faisait 18 mois à tout casser que je faisais ça. Et en fait, quand je suis passé en master en cinéma, c'est là où il y a eu un petit peu la bascule parce que le master en cinéma ne me plaisait pas, voire même pas du tout. C'était quelque chose de très théorique. Tu avais quel âge à ce moment-là, juste pour recontextualiser? Alors, je suis né en décembre 87 et du coup, je suis rentré en master, j'avais encore 21 ans. Encore pendant quelques mois, tu vois. Et le master en cinéma ne me plaisait pas, c'était très théorique, pas du tout pratique. Et j'avais besoin d'action. J'étais à l'école depuis mon plus jeune âge. J'ai fait lycée, j'ai passé mon bac scientifique, j'étais à la fac pour la fac d'art plastique. J'en avais un peu marre, en fait. Et étant donné que c'est exactement à ce moment-là où j'ai commencé à bien progresser en muscu, tout simplement, master en cinéma, ça me plaît de moins en moins. La muscu, ça me plaît de plus en plus. Je me suis renseigné, j'ai regardé de ce métier de la forme, BPGEPS. Il y avait une promo de BPGEPS qui commençait genre 3 mois après. Je me suis dit, allez, c'est bon. Je fais pas ma 2e année de master en ciné et je fonce en BPGEPS. Donc, mon master en ciné, je l'ai pas terminé. D'accord. Ouais. Okay, donc, tu as commencé par les arts plastiques et ensuite, c'est ton frère qui t'a introduit à la musculation. C'est lui qui m'a amené à la salle, littéralement. Et les inspirations, par exemple, Schwarzenegger et tout ça, c'est venu après que tu aies commencé à t'entraîner, etc. ou c'est quelque chose qui t'a donné envie de commencer aussi? En fait, c'est un peu particulier parce que même à l'adolescence, disons que j'avais un attrait pour les physiques musclés. Je voyais Schwarzenegger, je voyais Stallone, je voyais Bruce Lee. Dans les films surtout, du coup? Dans les films surtout, ouais. Parce que Schwarzenegger, je le connaissais pas en tant que Mister Olympia avant d'avoir commencé la muscu. Donc pour moi, Schwarzenegger, c'était Terminator. C'était Conan le Barbare.
mais c'était pas Mister Olympia. J'avais aucune idée que Schwarzenegger avait gagné 7 fois Mister Olympia avant de mettre un pied dans la muscu. Donc, tu vois, c'est dans te la dire. muscu, tu veux dire dans le cinéma. Non, avant de me mettre à la muscu. Pardon. Ouais. Donc, tu vois à quel point c'est assez bizarre de se dire que j'ai connu Schwarzenegger plus via le cinéma que la musculation. Et du coup, même s'il y avait cet attrait à l'adolescence, j'ai jamais passé le pas de faire de la musculation. Après, il faut dire que quand j'étais adolescent, c'était en les années 2000. La muscu, c'était pas la même chose. Il n'y avait pas de fitness park, il n'y avait pas de basic fit. Je suis un petit peu plus jeune que toi, donc je peux m'apparenter un petit peu aussi. Bah ouais, s'inscrire en salle de sport quand t'es adolescent, ça se faisait pas dans les années 2000. Hein. Et c'était la démerde. Moi, je me souviens, c'était il y a 14 ans. Internet, les bons conseils sur Internet, ça commençait... Ouf, j'ai eu du mal, moi, au début. Bah ouais, et c'est simple, quand j'ai commencé la muscu, je venais tout juste d'avoir un ordinateur dans le foyer familial. Ouais, c'est vrai. Ça arrivait tard, hein, mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Du coup, j'étais pas du tout renseigné sur le sujet. Ouais. Donc voilà, je sais pas si je suis artiste ou sportif, on va dire que je suis les deux. Et ça me va très bien comme ça. Et quelle distinction tu ferais entre... C'est quelque chose que je me pose des fois. Parfois, je vais te poser la question à toi. Quelle distinction tu fais entre sportif et athlète? Est-ce que tu te considères comme un athlète, comme un sportif? Quelle est la différence entre ces deux termes pour toi? Ah, je sais pas. Je pense que athlète... je pense que le terme athlète, il y a quand même une notion de... comment dire, c'est ton métier à plein temps, quoi. Et je pense pareil, ouais. Et je me considère pas vraiment comme un athlète parce que c'est pas faire de la muscu, c'est toujours pas mon métier, même si, bon, c'est un rapport. Hein. C'est que si demain j'arrête mes entraînements perso, je gagne toujours ma vie parce que je la gagne d'une autre façon. Donc je peux pas me considérer comme un athlète. Donc plutôt sportif. Donc c'est plutôt un degré de professionnalisation à tes yeux plutôt qu'un degré de performance ou de reconnaissance de niveau. Bah ouais, parce que en fait, avec le recul et sans prétention, je m'entraîne autant que certains athlètes. Je m'entraîne 7 jours sur 7. Ces temps-ci, je rajoute de la course à pied avec. J'ai un volume d'entraînement assez important. Je fais tout pour optimiser ma récupération. Il manque juste un peu l'aspect compétition et la professionnalisation en tant que telle de la pratique sportive. Mais sinon, je vois pas en quoi je serais très différent d'un athlète qui prépare une compétition. Effectivement, d'autant plus que tu prépares aussi des compétitions qui t'intéressent à degré personnel. Ouais. Tu te mesures à toi-même, principalement. Ouais. Mais ça n'empêche que, en plus, c'est quelqu'un qui donne cette impression, en tout cas, d'être assez carré et rationnel dans sa façon de structurer certaines choses, dont ton entraînement, je pense. Donc, je me doute que tu prépares cela sérieusement quand tu as quelque chose de précis en tête que tu veux. Ouais, mais pas si carré, tu sais. Hein. Peut-être qu'on peut en discuter après, mais je renvoie cette image de peut-être même de psychopathe de la préparation. En vrai, c'est pas exactement ça. Hein. Mais après, c'est pas plus mal. Disons qu'effectivement, j'aime bien quand les choses sont cadrées, préparées, etc. Mais j'ai quand même un gros degré de flexibilité dans ma vie perso. Que tu as envie de garder. Ouais, complètement. On va en parler un petit peu après. Ouais. J'aimerais bien revenir un petit peu juste avant sur cette fibre entrepreneuriale, les débuts là-dedans. Donc toi, aujourd'hui, tu te considères... C'est quoi ton titre? Comment est-ce que tu te présentes? J'en sais rien. Aux impôts, par exemple. Mais j'en sais rien, c'est ça. Tu sais pas. J'en discutais encore avec un ami l'autre fois. Je me disais, mais comment je dois définir mon métier? Parce que j'en ai aucune idée. Je suis pas vraiment coach parce que je fais plus de coaching perso en tant que tel. Je suis gérant de salle de sport. Ouais, mais bon, j'ai d'autres activités à côté. Je suis youtubeur. Ouais, mais bon, j'ai d'autres activités à côté. Je suis formateur. Ouais, mais j'ai encore d'autres activités à côté. Donc, c'est un peu particulier. Et vraiment, quand on me demande, tu fais quoi dans la vie? Quand des gens me connaissent absolument pas, me demandent qu'est-ce que je fais dans la vie, j'arrive toujours pas à répondre. Hein. Et qu'est-ce que tu réponds? Parce que moi, je me pose des questions aussi. J'ai une petite formulation qui passe un peu partout maintenant. Est-ce que tu en as quand même une ou pas? Ou est-ce que tu t'embrouilles un peu? T'es là en mode... Non seulement je m'embrouille un peu, mais disons que c'est assez variable en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Ouais. Parce qu'il y a des gens, si je leur dis, écoute, j'ai des entreprises que je gère, elles sont toutes plus ou moins dans le sport. Voilà. Quand je dis ça, déjà, c'est... ça résume bien quand même. Ça résume Chef bien. d'entreprise dans le domaine du sport, ça résume bien ce que tu fais, mine de rien. Mais c'est quand même assez vague, hein, parce que quand je suis en face d'un ou d'une inconnue, il se dit, mais attends, il a pas envie de dire ce qu'il fait, il cache des choses, c'est bizarre, chef d'entreprise dans des trucs de sport, ça veut tout et rien dire. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est un peu particulier. C'est vrai. Et encore aujourd'hui, je sais pas comment me définir, et des fois, je choisis, en fait. Je choisis, en fonction, encore une fois, des interlocuteurs, je peux dire des fois, je suis youtubeur, voilà. C'est vrai, tu t'es déjà qualifié comme youtubeur. Je me suis déjà qualifié, je suis youtubeur, je gagne ma vie en créant du contenu. Alors que d'autres personnes, ça va être, écoute, je suis formateur, j'aide les coachs à améliorer
leurs conditions de travail, etc. Ça fait beaucoup de sens, effectivement, en fonction du contexte et de la personne en face. Mais c'est marrant parce que YouTuber, j'ai l'impression que tu as eu un petit peu de mal avec ce terme quand même ces dernières années. Je me souviens notamment de certaines vidéos que tu as faites, notamment il y a 2 ou 3 ans. Une vidéo qui posait le ton tout de suite. Je ne suis pas YouTuber, je suis coach. C'était notamment, il me semble, ce que tu disais dans la vidéo plus. Justement, une des catégories maintenant que j'aimerais revoir un petit peu, c'est sur ton parcours, c'est les évolutions que tu as eues vis-à-vis de ta façon de penser sur différentes choses, ton point de vue sur certaines choses du style l'équilibre de vie, du style au niveau de ta santé, de choses comme ça. Mais on peut commencer par cette qualification peut-être, cette acceptation peut-être. Aujourd'hui, Nassim, est-ce qu'il accepte qu'on lui dise « Mais Nassim, en fait, tu fais quand même des vidéos de divertissement, toi, non ? T'es youtubeur !» Alors, complètement. Et maintenant, c'est assumé. Alors, pour remettre un peu les choses dans le contexte, cette vidéo « Je ne suis pas youtubeur », je l'avais faite, je crois, été 2019. Donc, ça doit faire un peu plus de 3 ans, à l'occasion de la sortie d'un de mes programmes. Donc, j'avais fait des vidéos qui étaient clairement de la présentation de mon programme pour qu'ils se vendent. J'avais, je pense, 600 000 abonnés à cette époque-là, peut-être un petit peu moins. J'allais quand même pas ne pas profiter de mon audience pour leur présenter mon nouveau programme. C'est évident. Voilà. Et il y en a beaucoup qui ont gueulé en disant « mais tu utilises ta chaîne YouTube pour faire de la promo de tes programmes. » Encore heureux. Je ne suis pas youtubeur, je suis coach, donc encore heureux que je vais partager ça. Et sauf qu'il y avait une grosse différence à l'époque, c'est que j'étais tout seul. Donc je bossais pas avec une équipe. Enfin, j'étais tout seul. J'avais juste une équipe marketing avec moi. Mais d'une, j'avais pas autant d'entreprises et du coup, c'était moins bien organisé. Et puis, il y a eu un moment, après le Covid, où je me suis dit, attends, j'ai plus envie d'être tout seul. J'ai envie de travailler avec d'autres personnes. J'ai envie d'avoir une équipe autour de moi. Et si j'ai une équipe autour de moi, forcément, ça me donnera la possibilité de faire plus de choses, dont youtubeur. Mais moi, c'était pas choisir entre coach et youtubeur. Je voulais faire les deux. Et pour ça, j'avais besoin d'une équipe. Et quand j'ai eu forcément mon équipe qui a un petit peu grossi, et ça m'a donné la possibilité de continuer mon boulot de coach ou de formateur, on appelle ça comme on veut, et puis d'augmenter grandement ma fréquence de publication sur YouTube. Et là, évidemment, avec 2 vidéos par semaine sur YouTube, comment ne pas être youtubeur? C'est vrai. Et c'est quelque chose qui t'a donné envie depuis le début. Est-ce que YouTube, au début, tu l'as commencé en mode c'est pour soutenir mon travail et mon business de coach. C'est juste là pour, en quelque sorte, mettre en valeur mes connaissances et ce que je peux apporter aux gens. Exact. Et ensuite, ça a évolué. C'est ce processus d'évolution dans ta tête et de ta perception de toi-même et de ton identité au cours de ces 10 dernières années qui m'intéresse un petit peu. C'est exactement ça. À la base, c'était juste un outil pour soutenir mon métier de coach sportif. Donc, me faire connaître, partager des conseils. Et je me suis toujours dit, ok, je vais partager un maximum de choses gratuites. Et si les gens ont envie d'aller plus loin, ils me prennent comme coach ou ils achètent un de mes programmes. Donc, c'était ça la logique. Après, YouTube, je t'avoue que c'est un peu difficile de se projeter dessus parce que c'est quand même une plateforme assez aléatoire. Hein. Volatile. C'est assez volatile. Donc, c'est difficile de prévoir, par exemple, le chiffre d'affaires que je vais faire. Et dans ce sens-là, de considérer ça comme une vraie activité, à l'époque, en tout cas, c'était un peu compliqué. Mais après, il y a eu cette évolution où je me suis dit, attends, si jamais je m'accompagne bien, YouTube, c'est quelque chose que j'aime parce que créer du contenu, c'est quand même cool. Que ce soit du contenu pur muscu ou des choses où je m'amuse un petit peu plus, où je passe de bons moments avec d'autres personnes, comme on l'a fait par exemple sur les vidéos qu'on a filmées. Donc l'évolution, en fait, elle est arrivée assez rapidement et c'était presque comme un déclic. C'était presque en fait un truc radical dans ma tête où je me suis dit, ok, c'est bon, vas-y, on passe youtubeur, on va s'accompagner et on va charbonner sur les vidéos. Donc c'est arrivé assez radicalement. Radicalement au moment où tu t'es dit... Parce qu'en fait, à partir du moment où éventuellement tu t'entoures de beaucoup de personnes d'un coup pour avoir la capacité temporelle et de main-d'œuvre pour devenir youtubeur, là forcément qu'une fois que c'est là, t'engages tout le monde, t'as le matos et tout, tu dis bon, j'ai plus trop le choix maintenant. Ah bah ouais. Il faut que je rentabilise un petit peu tout ça, entre guillemets. Est-ce que le déclic est venu dans ta tête avant ou est-ce que tu étais là en mode ok, je prends toutes ces personnes et je suppose que le déclic est venu avant et qu'à partir de là, tu es parti full steam. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et puis, étant donné que j'ai mes autres entreprises qui me soutiennent, entre guillemets, je prenais un peu moins de risques. Tu vois, je ne dépends pas que de YouTube. Donc, si jamais ça n'avait pas fonctionné aussi bien que je l'espérais, je ne prenais pas trop de risques. Donc, effectivement, il y a eu des clics.
il y a eu l'équipe. Ok, maintenant on fait 2 vidéos par semaine. Allez, c'est parti. Et on filme, on cherche les sujets, on écrit les scripts, etc. Excellent. Donc oui, je suis passé de 0 vidéo en 6 mois à 2 vidéos par semaine depuis le mois de février maintenant. De cette année ? De cette année. Ok. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Effectivement. Ok. Et je suppose du coup qu'effectivement, au début, quand tu as commencé un petit peu tout ça, tu te voyais plus comme un coach sportif principalement. Aujourd'hui, manifestement, il y a beaucoup de casquettes, il y a beaucoup de choses qui t'intéressent. Il y a le côté entrepreneur qui est peut-être passé un petit peu plus en avant. Est-ce que ça a été graduel dans ton évolution, dans ta façon de te percevoir toi-même ? À quel moment est-ce que peut-être le côté « il faut que je sois un coach qui s'y connaisse extrêmement bien, qui reste très crédible, ce que tu es toujours aujourd'hui, mais à quel moment est-ce que ceci est passé un peu en compétition avec « Ah, mais j'ai aussi envie d'être youtubeur, j'ai aussi envie d'être entrepreneur, chef d'entreprise et peut-être d'autres choses dans ta vie, sportif, accompli, avoir une belle vie sociale, avoir plein de choses. » À quel moment est-ce que toutes ces choses ont commencé à se mélanger un petit peu ? Est-ce que tu as l'impression que ça a été graduel ? Tu as eu des déclics qui ont été provoqués par des périodes ou des événements précis dans ta vie ? Je pense pas qu'il y ait eu des déclics, à mon avis, c'était assez graduel. Mais après, pour revenir un peu plus à la période de l'adolescence, etc., je me suis toujours vu un peu comme ça. J'ai jamais eu de doute sur ma capacité à pouvoir mener toutes ces choses-là, et je me suis jamais mis de limitation. Peut-être que c'est l'influence Schwarzenegger aussi, hein. Parce que le gars... il a tout fait. Il a tout fait. Il est né en Autriche, après il a fait son premier million, et il était même pas encore Mister Olympia. Il a eu une salle de sport à 19 ans en Allemagne, il est allé aux États-Unis, acteur, gouverneur, bodybuilder, tu vois, peut-être qu'il y a eu une petite influence de ce genre de personnage, mais oui, j'ai jamais douté de ma capacité à pouvoir faire ces choses-là, et moi, ça me plaît, en fait. Tu vois, ça me plaît d'avoir plein de passions et de m'épanouir dans plein de choses différentes. Parce que YouTube, c'est génial. Aussi bien que faire de la muscu, c'est génial. Aussi bien que avoir un petit peu... cet aspect créatif, c'est génial aussi. Et d'un point de vue de ton environnement, c'est une question un petit peu de développement personnel, un peu classique, j'ai envie de dire, mais qui reste, à mon avis, totalement intéressante et qu'il faut garder en tête. Manifestement, il a pas mal changé ces dernières années avec tout ton processus professionnel, j'entends notamment, mais évidemment que ton environnement professionnel va aussi influencer ton environnement personnel et vice-versa. Ouais. Aujourd'hui, tu es beaucoup plus entouré, tu as des équipes, tu as plus de responsabilités, bien entendu. À quel point est-ce que ton environnement a évolué ces dernières années ? Est-ce que ça a été conscient ? Est-ce que tu as l'impression d'avoir été projeté un petit peu dans tout ça et ok, bon, bah maintenant, c'est ça ma vie, il faut que j'assume ? Ou est-ce que tu as l'impression d'avoir été complètement maître de la chose et que ça a pris exactement... À quel point est-ce que tu as été strict et rigide sur ton environnement, typiquement ? Non, j'ai un peu été projeté et confronté à la réalité de devoir bosser avec plusieurs personnes et d'être un peu le chef d'orchestre pour m'assurer que tout se passe bien. Parce qu'on n'est pas formé à ça, hein. Donc c'est hyper compliqué en fait. Et puis en fonction des secteurs d'activité, ça peut se passer très différemment. Donc ouais, j'ai un peu été projeté. Après, je suis quelqu'un qui assume assez bien, tu vois, la pression. Et c'est pas quelque chose qui va me dépasser. J'arrive à prendre du recul et à me dire, ok, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à gérer, mais on y va tranquille, une étape par une étape, les choses une chose après l'autre, et puis ça ira bien. Donc ouais, j'ai été projeté, mais je pense que j'avais le recul nécessaire pour assurer ça. Mmh. Et du coup, tu as été projeté, donc pour moi, quand tu dis ça, c'est qu'il y a un soupçon de ça m'a été un tout petit peu imposé, en quelque sorte, quelque part. Et je t'avoue que c'est aussi une question avec laquelle je bataille un petit peu personnellement ces derniers mois, ces derniers temps. C'est justement cet aspect de ok, on est des êtres humains, on a envie de s'améliorer, on a envie de se développer. Moi, le premier, j'aime penser, tu vois. J'ai l'impression que, ouais, un peu pareil. Que toi, ça y ressemble beaucoup. Est-ce que tu t'es posé la question de oui, mais quand même, c'est beaucoup de responsabilités. Moi, j'hésite entre guillemets entre garder une espèce d'organisation plus flexible, plus petite, plus fluide, avec moins de risques aussi en quelque sorte, avec moins de responsabilités, moins de gens qui dépendent de moi, que je dois leur dire quoi faire, etc. Moi, c'est pas que ça m'angoisse, c'est juste que j'ai l'impression que, eh bien, au final, je risque de me faire aspirer dans quelque chose dans lequel je suis censé être celui qui décide, mais j'ai plus l'impression de décider parce que je n'ai plus le choix. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on doit choisir l'un ou l'autre et qu'on ne peut pas trouver un entre-deux, mais est-ce que toi, cet aspect
managérial, parce que c'est comme ça que je le vois et c'est cette partie-là du travail qui, moi, m'attire moins. Le côté stratégie entrepreneur, j'aime beaucoup. Créateur, j'aime beaucoup. Manager, un petit peu moins. Est-ce que c'est un rôle que tu t'es toujours vu prendre? Parce que tu voulais avoir des salles de sport, elles vont pas tourner toutes seules. Exactement. Donc, je serais curieux d'avoir ton process de réflexion à ce niveau-là et comment est-ce que tu t'imaginais là-dedans. C'est pas le premier rôle qui me faisait rêver. Hein. Là, on est d'accord sur ça, que l'aspect créatif, je m'y sens beaucoup plus à l'aise. Mais je savais que ça faisait partie du jeu. J'en ai toujours été conscient et je savais très bien qu'à un moment ou un autre, il faudrait avoir cette casquette-là. Et je pense que dans mon approche en fait de l'entrepreneuriat, je peux pas faire tout ce que j'aime. Donc s'il n'y a pas une part du boulot qui est pas un peu désagréable, je me dis mais attends, il y a quelque chose qui va pas. Donc j'accepte cette part-là qui est pas forcément hyper passionnante, même si elle procure quand même son lot de satisfaction. Je la prends comme une part du métier et je sais très bien que voilà, il faut la faire. Un peu comme dans certaines séances de muscu, certains exercices de muscu, je n'aime pas faire, mais je dois les faire. Un peu comme actuellement, je me prépare pour un marathon, c'est de la course à pied. Des fois, c'est très chiant. Je sais qu'il faut y passer. Je sais que ça fait partie d'un tout plus global qui va améliorer mon épanouissement. Et donc, je le fais. Et il y a une autre raison aussi qui a fait que j'ai voulu m'entourer d'un petit peu de monde. C'est parce que j'ai passé quand même pas mal de temps tout seul. Et mine de rien, passer du temps tout seul, ok, c'est cool, je suis plutôt solitaire de nature, mais il y a un moment, ça saoule. Il y a un moment, ça saoule. Et tu vois, des fois, j'étais presque envieux de certains de mes amis qui avaient un boulot un peu plus terre-à-terre, on va dire, sans que ce soit péjoratif, bien sûr. Hein, mais qui avaient des collègues de boulot, qui avaient des pauses, qui faisaient du team building en faisant je ne sais quelle activité. Des after-work. Des after-work. Ça n'existe pas chez moi, non, les after-work. C'est le truc que j'avais jamais connu. Et en fait, ça aussi, ça m'attirait un petit peu. Et je voulais trouver le moyen de conjuguer un petit peu les deux choses. Donc, toujours avoir cette logique de patron, etc., de vivre de ma passion, mais en le partageant avec une équipe, quoi. Donc, c'est un peu ça, les deux logiques derrière ça. Je comprends ton envie et bon, ça se voit que tu es quelqu'un qui est capable, évidemment, de faire des choses qu'il n'a pas envie de faire, juste parce qu'il faut bien qu'elles soient faites. Sinon, on ne fait pas grand-chose. Hein. Si on est full gratification instantanée tout le temps, ça s'arrête. C'est très bien si on en est conscient et qu'on a envie de ça. Mais si ce n'est pas le cas, on part un petit peu plus dans ta direction. Et du coup, on n'a pas peur, on n'a pas de difficulté à déconnecter le cerveau, les émotions. Je le fais, même si je dois y aller comme un robot, j'y vais. Je vais courir comme un robot parce que c'est comme ça. J'ai pas envie, mais j'ai pas vraiment le choix. Je me laisse pas trop le choix. Par contre, ces compétences un petit peu et ce rôle un petit peu managérial, c'est vrai que dans tes activités aujourd'hui, dans ton quotidien aujourd'hui, dans tes semaines, quelles sont les activités qui, toi, te plaisent le moins, que tu fais au quotidien, que tu fais dans tes semaines? Est-ce qu'il y a pas des corvées, tu vois, mais des tâches? Quelles seraient-elles? Parce que je sais qu'il y en a, mais quelles seraient-elles dans tes semaines? Qu'est-ce que tu préfères faire et qu'est-ce qui t'enrichit le moins, on dira? Alors, tu vois, il y a un truc qui est un peu frustrant, que je trouve un peu frustrant, mais c'est bizarre, hein, parce que ça ne devrait pas l'être. C'est que il y a tellement de projets, tellement de choses, tellement de choses à accomplir, hein, que c'est difficile de garder l'œil sur tout. Donc, s'il y a quelque chose qui m'embête un petit peu, c'est ça. C'est que des fois, on ne peut même pas aller au bout des choses parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent, tellement de choses qui sont possibles, tellement de choses qui sont faisables, qu'en fait, on commence un truc, on ne le finit pas forcément, on recommence quelque chose d'autre, on ne finit pas forcément encore, on est pris par des deadlines, etc. Donc, tu vois, c'est un peu cet aspect-là qui au quotidien me dit « Ok, ça, c'est un peu embêtant, j'aimerais bien que ça puisse changer à un moment ou à un autre. » Et est-ce que toi, tu as plus une vision un petit peu de tes ambitions, peut-être un petit peu plus dans la polyvalence, parce que tu peux évidemment creuser dans l'horizontal, être bon, voire très bon dans plein de choses différentes, mais c'est difficile d'être très bon dans plein de choses différentes et d'être le meilleur quelque part. Ouais, on est la d'accord. plupart du temps, si tu veux être le meilleur quelque part, tu dois dédier ta vie à ça. Ouais. Comment est-ce que tu te positionnes vis-à-vis de ça et ce combat intérieur de je me doute bien que tu es quelqu'un de compétitif, tu as envie d'accomplir des choses. Comment est-ce que tu vois cet aspect-là dans tes décisions? En fait, disons que professionnellement, je suis plus du genre à vouloir faire plein de choses, même si j'atteins pas un niveau exceptionnel dessus. Par contre, personnellement,
dans ma pratique de la muscu, par exemple. C'est pour ça que je me suis d'ailleurs jamais lancé dans d'autres sports. C'est vrai. C'est que j'avais cette volonté d'être le meilleur possible, enfin, ma meilleure version possible, dans cette activité-là. Donc, il y a peut-être une différence entre le professionnel et le personnel. Et c'est peut-être ce qui me va aussi, de me dire, OK, j'ai cet aspect-là de ma vie perso où j'ai envie de progresser à un maximum et d'aller chercher le plus loin possible là-dedans. Et puis un autre où j'ai envie de pas me laisser aller, mais disons tester différentes choses et voir jusqu'où ça peut mener. En fait, j'ai pas d'ambition professionnelle délirante du genre je veux devenir le maître du monde dans un secteur particulier et être incroyablement performant là-dedans. Je prends plus de plaisir à faire des choses un petit peu variées, même si ça reste un peu dans le même secteur d'activité, et voir un petit peu où ça peut mener, même si ça rapporte pas des millions, même si je suis pas le meilleur là-dedans, c'est pas trop grave. Et par rapport à tout ce que tu fais aujourd'hui, question qu'on peut se demander justement, et tu as commencé à toucher un petit peu la surface de ça, c'est je fais beaucoup de choses et du coup, il y a un genre j'ai encore un petit peu faim parfois de ne pas avoir pu creuser un tout petit peu plus cette chose parce que il faut vite partir sur autre chose. Comment est-ce que tu réussis à équilibrer un petit peu toutes ces passions, toutes ces ambitions, toutes ces choses? Parce que c'est bien connu, si tu avances un tout petit peu dans toutes les directions en même temps, tu restes sur place. Bien sûr. Bien sûr. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à catégoriser un petit peu ou prioriser un petit peu ce que tu fais aujourd'hui? Parce qu'on pourrait te dire, non mais Nassim, il s'entraîne 6 fois, 7, 12 fois par semaine entre les courses et la muscu et tout ça. Il a un business, il a une chaîne YouTube, il a des coachings, il a des salles. Il ne peut pas se démultiplier, Nassim, il est comme tout le monde, il a 24 heures dans une journée. Et s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas déléguer, c'est sa personne et sa présence quelque part. Comment est-ce que tu réussis à prioriser ça dans ta vie et à être en paix avec le fait de, si aujourd'hui je suis sur cette partie-là de ma vie, de mon travail, je ne peux pas être sur les autres. Ouais. Alors effectivement, il y a une petite hiérarchie dans mes activités et dans la façon où je vais les traiter. Et potentiellement, les salles de sport sont sûrement au plus bas. Okay. Parce que c'est un type de business un peu particulier qui est très différent de YouTube et de la création de contenu et des programmes et formations que je fais sur Internet. Donc c'est très différent et c'est peut-être aussi pour ça que ça me plaît. Mais disons que les évolutions sur les salles de sport, elles sont beaucoup plus lentes. Elles sont beaucoup plus lentes et je pourrais y passer plus de temps, mais disons que pour l'instant, ça me convient bien et je sais que ça ne va pas faire une croissance x2 en un an. Pas possible. Même peut-être qu'en 5 ans, je ne sais pas si c'est possible de faire une croissance x2 sur des salles de sport, surtout à Lyon, dans un secteur où il y en a absolument de partout. Donc effectivement, en termes de hiérarchie, les salles de sport sont un peu plus bas. Et puis après, il y a probablement à égalité la création de contenu et puis mes programmes en ligne, formation, etc. Après, en termes de temps de travail, par exemple, formation en ligne, programme de muscu, ça me demande beaucoup de travail à un moment donné, par exemple pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois sur certains projets. Et puis après, il y a un peu moins de boulot. Parce que ça se vend en automatique. Il y a juste, disons, le service après-vente à assurer pour que les clients soient très heureux de leur achat. Mais c'est un petit peu différent en termes d'organisation de travail. Aujourd'hui, ce qui me prend le plus de temps, c'est définitivement la création de contenu. Okay. Et c'est un choix? C'est un choix. Mais le truc, c'est que la création de contenu, c'est un peu pervers, j'ai envie de dire. C'est que si tu t'arrêtes, t'es mort. Donc, faut pas s'arrêter. Faut pas s'arrêter. Ça, c'est un peu encouragé forcément par l'algorithme des réseaux sociaux et des plateformes sur lesquelles on publie. Si je publie pas pendant 2 mois, la chaîne YouTube, je dirais pas qu'elle est morte, mais... elle va en prendre un petit coup quand même. Elle va en prendre un gros coup. En tout cas, les stats au jour le jour, ouais. C'est sûr. C'est sûr. Et c'est pareil, et c'est encore plus valable pour les autres réseaux sociaux, même si pour moi, ils sont un peu moins importants. Donc, je suis obligé, en fait, de passer autant de temps dessus parce que ça s'arrête pas. Mais en même temps, c'est hyper stimulant parce que ça s'arrête pas. C'est aussi pas dérangeant, mais c'est aussi inquiétant que stimulant. Et puis, c'est plus excitant. Ouais. Évidemment, il y a un aspect un petit peu plus gros shot d'adrénaline et tout ça quand tu vois que ça pète, alors que comme tu l'as dit, il y a une inertie dans la pierre, dans les salles notamment, qui est beaucoup plus lente et un petit peu plus d'administratif, évidemment, de soucis, etc. Ouais. Dans ta hiérarchisation, moi, ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est que effectivement, tu es un petit peu plus dans le côté scalable. Tu peux plus facilement mettre à l'échelle ce genre de choses. Donc, il y a un potentiel, c'est bien connu. Avec le digital aujourd'hui, il y a une exponentialité dans certaines croissances qui peut être impossible à avoir autrement. Absolument. Est-ce que c'est ça quand même qui
qui t'attire aussi? Est-ce que toi, t'es aussi drivé par ces ambitions, évidemment, de OK, c'est là-dedans que je peux peut-être avoir la plus grosse croissance, peu importe comment tu définis la réussite d'une bonne croissance ou pas. Est-ce que c'est ça quelque chose qui aussi te drive aujourd'hui? Oui, 100%. Ouais. 100%. Et comme tu l'as dit, sur la création de contenu, il n'est pas impossible que demain, une de mes vidéos, par hasard, fasse 2 millions de vues. C'est pas impossible. Parce qu'on ne sait pas exactement comment ça fonctionne et que peut-être qu'à un moment, une vidéo qui va faire 2 millions de vues, que je vais gagner 200 000 abonnés en un mois, c'est déjà arrivé. Pourquoi pas? Après, mes espoirs sont pas là-dedans, hein, mais du coup, c'est peut-être aussi ce qui m'encourage à continuer à être très régulier et à continuer à proposer autant de contenu. T'as cet effet machine à sous un petit peu à tout moment. Triple set, poum, ça explose et il y a tout les confettis et tout. Ils ont bien capté que c'était quelque chose qui nous stimulait. Quand je dis ils, c'est évidemment Google, Meta et TikTok. Donc ils ont bien compris que c'était aussi ça le jeu et qu'il était il y avait un petit peu la carotte de se dire ah mais attends, est-ce que ce TikTok fait 20 millions de vues, ça va tout changer. Si cette YouTube fait 2 millions de vues, ça va tout changer. Donc c'est aussi un peu encourageant. Et tu as mentionné quelque chose que j'aurais pas pu dire ou que je ne savais peut-être pas, que ça t'est déjà arrivé de prendre énormément d'un coup. Tu avais dit oui, ça m'est arrivé une fois quand tu disais si ça se trouve je fais une vidéo, je fais 200 000 abonnés. Tu as déjà eu une période comme ça? Alors au début de ma chaîne YouTube. D'accord. Au début de ma chaîne. Début. Ouais, c'était au début. Je sais pas si on peut appeler ça le début, mais si, c'était peut-être 2 ans après avoir publié ma première vidéo. Bon, pas vraiment le début en fait. Où je me suis décidé à publier assez régulièrement. Donc je l'avais fait pendant peut-être un mois. J'avais publié 2 vidéos par semaine. Okay. Et effectivement, j'avais gagné beaucoup d'abonnés à cette période-là. Après, c'était une époque un peu différente. Mais je pense que ça peut toujours arriver aujourd'hui. Peut-être plus difficilement, hein. Mais on n'est pas à l'abri que, je sais pas, une collaboration, une vidéo, un sujet qui fasse l'actualité, on ne sait pas, puisse marcher plus que d'autres. Ouais. Et puis en mettant plus de chance de ton côté, évidemment, tu crées la chance. Hein. Avec 2 vidéos par semaine, il y a quand même plus de chances que ça arrive, ouais. Que ça pète un petit peu quand même, effectivement. Et quand je t'entends, et c'est évidemment quelque chose, enfin évidemment je sais pas, mais de mon point de vue c'était évident, mais quand je te vois toi, ce que tu fais, etc., et que c'est évident justement que tu fais beaucoup de choses en même temps, tu l'as dit avant, forcément on a envie de faire un peu plus pour voir si ça va, ce que ça va donner. On n'a pas envie de s'arrêter, on n'a pas envie de se sentir stagné, on a envie de se sentir avancé. Question bateau, à nouveau, de mon point de vue, parce que je baigne un peu dans ces choses. Donc pour moi, des sujets bateaux ne sont peut-être pas pour tout le monde, mais les gens qui écoutent ce podcast, on est familier avec ce genre de trucs normalement. J'ai envie d'en avoir toujours plus de croissance, il faut que ça monte, je veux pas que ça s'arrête. Quelle est ta relation avec cela, avec le fait que, ok, je veux en faire plus, c'est normal, je peux le faire bien, mais il y a aussi moyen de brûler certaines choses en cours de route. Ça peut être moi, ça peut être des relations avec des gens, ça peut être certains aspects de ma vie que je vais délaisser. Alors évidemment, tu n'es pas dans le cliché de l'entrepreneur ultra riche, mais qui pourrait perdre 50 kilos. Ouais. Donc, au niveau de la santé physique, tu as l'air de bien t'en sortir. Comment est-ce que tu gères ça psychologiquement, notamment le fait de, ok, j'ai beaucoup d'ambition, j'ai envie de faire beaucoup de choses, mais il me reste quand même 50-60 ans. Donc, comment je temporise un petit peu là où il faudrait temporiser, ou là il ne faudrait pas arriver dans des cul-de-sac ouais, je comprends. à certains endroits. Je comprends. Tu vois, je considère que je suis loin d'être au max. Ça, je me doute bien. Que je suis loin d'être au max et au contraire, je fais vraiment en sorte de pas faire un burn-out complet, à essayer de faire plein de choses en même temps et à essayer de tout faire grossir en même temps. Je préfère... Alors, je pense que c'est parce que je suis bien renseigné sur le sujet. Je préfère prendre soin de moi, même si c'est une formulation un peu bateau, plutôt que de me dire je vais travailler 18 heures par jour pour faire en sorte que toutes mes entreprises grossissent le plus possible. Parce que ça, je pourrais le faire. Hein. Je pourrais passer tout mon temps dans mes salles de sport à faire encore plus de contenu, à sortir encore plus de programmes, à vraiment rendre ma vie juste... Productive, voilà, à devenir un espèce de Elon Musk, tu vois. En tout cas, c'est l'image qu'il renvoie. à dormir sur son canapé dans son local pour produire. Non, j'en suis pas là. Maintenant, je me suis créé un mode de vie où j'ai même des horaires qui sont presque des horaires de bureau. Hein. C'est-à-dire que à 17h30, c'est même plus tôt que certains bureaux, je veux plus travailler. Donc, je fais en sorte d'accomplir un maximum de choses entre 9h et 17h.
Et puis après, c'est bon. Je fais des choses qui me plaisent. Je regarde des films, je vais voir des amis, je fais de la lecture, je continue un petit peu de sport, je vais voir ma famille. Des trucs, je fais rien. Des fois, je fais rien. Ça t'arrive de rien faire? Ouais, je m'ennuie des fois. T'arrives? Ouais, je m'ennuie. Je me dis, ouais, je m'ennuie. Mais c'est cool. Ouais, ah bon, ça, Parce qu'apparemment, c'est important de s'ennuyer aussi. Oui, pour l'inspiration, en quelque sorte, ou la créativité, la débrouillardise. C'est... Absolument. Donc, je cherche pas à être complètement stimulé ou même diverti, ce qui pourrait être encore pire, à n'importe quel moment. Disons que j'ai cet équilibre-là. T'as l'impression d'avoir un bon équilibre aujourd'hui? Ouais, carrément. Alors, je travaille beaucoup, forcément, mais j'en suis pas là à me dire « Ah, mais je fais que ça ». J'ai le temps d'aller voir des amis, j'ai le temps d'avoir des rencarts, j'en sais rien, moi, tu vois. Je ne vis pas que pour le boulot. Est-ce que, ça m'intéresse pas mal, c'est à nouveau sur cet aspect d'évolution, de comment est-ce que ça mûrit, cette façon de voir les choses aujourd'hui, parce que forcément aujourd'hui, il faut bien que tu mettes aussi, il y a beaucoup de choses, il faut réussir à jongler avec toutes celles-ci. Je sais que moi j'ai eu différentes périodes aussi où oui, avoir un peu de structure c'est bien, mais à un moment donné tu te dis bon bah là il faut cravacher, c'est maintenant ou jamais. Ouais. Quelles ont été les périodes et tu remontes aussi loin en arrière que ça te semble intéressant, mais quelles ont été les périodes où tu as l'impression justement peut-être d'avoir été plus déséquilibré négativement, d'avoir été particulièrement stressé, d'avoir peut-être particulièrement trop travaillé, et peut-être que, parce que moi je sais que si je me suis calmé un peu aujourd'hui, un petit peu, c'est non seulement parce que j'en ai plus les moyens, bien sûr, mais que j'ai vécu, je me suis imposé quelque chose qui n'était pas bon pour moi, aussi à un moment donné. Est-ce que tu as des anecdotes ou oui, des 100%, des choses? ouais. Mais je pense qu'on y est tous passés. Je pense qu'on y est tous passés, et si je dois donner un peu une temporalité, peut-être il y a 5-6 ans. 5-6 ans. 5-6 ans. Peut-être il y a 5-6 ans où effectivement mon quotidien il était un peu nul. C'est-à-dire que je travaillais. J'étais tout seul en fait. C'était quoi le contexte à ce moment-là? Tu travaillais, tu avais ta chaîne YouTube qui était active. J'avais ma chaîne YouTube 2016, 2017, j'avais ma chaîne YouTube qui était active, plusieurs centaines de milliers d'abonnés. J'avais déjà mes programmes en ligne qui rapportaient, qui faisaient un peu de chiffres. Et tourner la baraque. Voilà, exactement. Mais j'étais tout seul à ce moment-là. Et effectivement, je travaillais beaucoup. Je faisais mes propres montages, fallait que je filme mes vidéos, fallait que je fasse tous les programmes, que je m'occupe de tout en fait, de A à Z. Et effectivement, ça c'était un petit peu lourd. Et je l'ai fait pendant un petit moment. Et pour moi, c'était presque normal dans le sens où je me disais, ok, tu te sacrifies pendant quelques années et après, tu pourras profiter du fruit de ton travail. Donc j'ai toujours eu cette mentalité-là qui est peut-être aussi un peu similaire à la muscu. Hein. On souffre bien maintenant, on profite de nos progrès après. Donc, ma vie n'était pas terrible, mais voilà, je savais qu'il fallait passer par là. Et tu t'en étais rendu compte à ce moment-là, et c'est comme ça que tu peux peut-être rationaliser intérieurement le fait de, tu l'as dit toi-même, je crois, ma vie est nulle aujourd'hui, mais c'est nécessaire. Exactement, j'utilisais même une formulation très précise, je disais ma vie c'est de la merde actuellement, ma vie elle est merdique. Je sors pas, je vais pas en vacances, je fais que bosser, je fais de la muscu, ok c'est cool, mais bon, voilà, je suis pas hyper cadré. À ce moment-là, je faisais pas trop attention à ce que je mangeais, même si je m'entraînais toujours aussi sérieusement. C'était pas terrible. C'était pas terrible. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu savais que ça allait changer parce que tu allais pouvoir t'en donner les moyens? Est-ce qu'il y avait une temporalité là-dedans? Est-ce que c'était une vie merdique à durée indéterminée? Ou est-ce qu'il y avait un petit contrat dans le temps en mode je sais que je peux tenir parce qu'il y a éventuellement cette date butoir à partir de laquelle je ne sacrifierai peut-être plus qu'il faut, ou bien à partir de laquelle je sais que ça va changer? Ouais, il n'y avait pas de date butoir, mais j'étais persuadé que ça n'allait pas durer très longtemps. D'accord. J'étais prêt à faire le sacrifice pendant quelques années, genre 3-4 ans, pour que tout le reste de ma vie, je puisse profiter d'un confort de travail un peu meilleur. Ce qui est le cas aujourd'hui, et je suis bien content d'être passé par là. Même si à l'époque, j'ai eu des formulations comme « ma vie, elle est merdique », en soi, avec le recul, elle n'était pas si merdique parce que je travaillais quand même de ma passion, je pouvais quand même construire quelque chose qui pourrait me rapporter, pas juste financièrement, mais me rapporter en termes d'épanouissement personnel pas mal de choses. Donc j'étais totalement prêt à faire ça. Et encore une fois, je suis bien content de l'avoir fait. Je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire. Je ne sais pas du tout s'il faut faire comme ça, si d'autres personnes sont passées par là. Mais en tout cas, moi, c'était un schéma qui me convenait. Et j'ai toujours cru comment dire, la vie de l'entrepreneur qui commence avec beaucoup de sacrifices, beaucoup d'heures, et qui, plus le temps passe, se transforme en moins d'heures, moins de sacrifices et plus de retour sur investissement.
Ouais. Et c'est justement une des compétences qui, selon moi, une des compétences, si on doit en choisir une primordiale parmi, entre guillemets, ceux qui ont réussi, et ça, on met des guillemets, bien On sûr, met des sur guillemets, la réussite, c'est cette capacité à repousser un petit peu la gratification instantanée, à investir aujourd'hui pour récolter les fruits demain. Est-ce que toi, il y a quelque chose qui... Est-ce que tu attribuerais cette capacité que tu as, qui est manifeste, de réussir à faire cela à quelque chose de précis, que ça soit un travail, que ça soit « Oh, j'ai l'impression que j'ai toujours été un petit peu comme ça », ou est-ce que tu l'as entraîné, ou est-ce que tu as... J'ai pas envie de dire donne un conseil à quelqu'un qui a du mal à repousser aujourd'hui, mais je pourrais le formuler comme ça aussi, tu vois. Je sais pas si tu as quelque chose. En fait, tu vois, je pense que c'est vraiment l'environnement dans lequel j'ai grandi. Hein. Je pense qu'il y a eu quelques ingrédients qui sont mélangés et qui ont donné ça. Tu vois, je peux pas me dire, ok, si je suis comme ça, c'est grâce à ça, c'est grâce à, tu vois, ma détermination personnelle, parce que je pense que c'est faux. Je pense que ça, c'est peut-être aussi la déformation de la muscu, à se dire qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont dues au hasard, à la génétique, à la chance. Et je pense que dans ma vie, il y a aussi des choses qui sont dues au hasard, à la génétique, au hasard, au environnement et à la chance. À l'environnement et à la chance. Donc je pense que c'est plein d'ingrédients qui se sont mélangés et qui ont fait que j'ai eu un petit peu cet état d'esprit. Ça peut être l'éducation de mes parents, le rapport que j'ai eu avec mon frère et ma sœur, les films que j'ai regardés, les personnalités qui m'ont inspiré. Tout ça s'est un peu mélangé pour donner ok, tu fais des sacrifices pendant quelques années, c'est cool, mais tu sais très bien que... Enfin, tu sais très bien. Il y a de grandes chances pour que ces sacrifices puissent payer plus tard et que tu puisses apprécier tout ça. Et tu parles de ton environnement, ça m'intéresse pas mal. Quel rôle tu as l'impression qu'ont eu notamment tes parents là-dedans, que ce soit au niveau de ton éducation qui ont évidemment contribué à la personne que tu es aujourd'hui, que ça soit pendant le début de ce processus de tiens, Nassim, il commence à savoir ce qu'il veut faire de sa vie, il commence à prendre complètement son indépendance. Est-ce que le rôle a toujours été le même? Est-ce qu'il a été supporter? Est-ce que tu peux nous aiguiller un petit peu sur les ingrédients de Nassim, qui forcément, l'éducation et l'environnement, c'est une grosse part. Carrément. Ils ont toujours été d'un soutien incroyable, même s'ils savent pas très... Encore aujourd'hui, ils savent même pas ce que je fais. Pareil. Ils ont été d'un soutien incroyable et cette éducation, elle a quand même débloqué pas mal de choses parce que je me suis jamais senti imposé de devoir suivre un chemin en particulier. Donc quand j'ai dit à mes parents, je veux faire une licence en art plastique, ils m'ont jamais dit, mais qu'est-ce que tu vas faire comme boulot avec une licence en art plastique? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas Comment bien tu vas foutre? gagner ta vie? Exactement. Ils m'ont jamais dit ça. Ils m'ont dit, mais attends, t'es sûr de vouloir faire ça? Après, ils m'ont toujours vu dessiner, faire de la petite création sur mon ordinateur, etc. Donc pour eux, ça sortait pas de nulle part. Et ils disaient, je sais pas s'ils se le disaient, mais peut-être qu'inconsciemment, ils disaient, mais peut-être qu'ils préparent un truc et qu'ils savent où ils veulent aller. Mais ils me l'ont jamais demandé explicitement. Ils t'ont fait confiance en tout cas. Ils m'ont fait confiance, ouais. Et je trouve que ça, c'est quand même assez exceptionnel. Parce que eux, tout ce qu'ils voulaient, forcément, mes parents n'ont pas de diplôme, tu vois. Ils n'ont jamais gagné très très bien leur vie. Ce qu'ils voulaient, c'est plutôt que les enfants puissent avoir un contrat, avoir un salaire qui tombe tous les mois et pouvoir apprécier leur vie comme eux, ils n'ont pas eu l'opportunité de le faire. Mais pourtant, ils m'ont fait confiance. C'est ça qui est beau, parce que beaucoup de parents, c'est évidemment tout ce qu'ils veulent. Moi, ce que je veux, c'est que mon enfant, il ait le contrat, le salaire, et c'est-à-dire, je veux que mes enfants soient en sécurité. Exact. Mais certains parents, justement, ont une vision de la sécurité qui est, non, on veut la voie sûre. Ouais. C'est la sécurité à 100% qu'on veut. Mm. Il n'y a pas de place pour prendre trop de risques ou de choses comme ça. Et c'est admirable, en quelque sorte. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont beaucoup soutenu aussi. Et j'ai l'impression que c'est un ingrédient qui, justement, fait partie de la chance, parce que évidemment il faut capitaliser entre guillemets sur la chance et le potentiel derrière, mais ok, donc toi tu t'es pas du tout senti freiné et que t'as pas dû te battre contre courant pour te porter ton étendard. Non, jamais. Okay. Et c'est pour ça que sur ce point-là, je le dis assez souvent, que mon enfance ça a été quand même très cool, parce que tout s'est toujours bien passé. Mes parents, ils ont toujours été d'un grand soutien. Mais c'est pareil pour mon frère et ma sœur. Ils nous ont toujours, ils ont toujours fait en sorte on ait confiance en ce qu'on pense, en fait, quel que soit ce qu'on est dans la tête. Tu vois, mon frère, il voulait devenir footballeur professionnel, il est parti au Japon, jouer au foot, à 19 ans. Il a dit, je prends mon sac, je me casse, je vais jouer au foot. Les parents étaient là. Voilà, vas-y. Il est parti au Japon, il a fait son truc, il a joué au foot, il s'est blessé, il est revenu, tu vois. Mais ça arrive aussi. Ça arrive aussi.
Et donc, non, toujours 100% de soutien. Donc, trop bien. Impressionnant. Ouais, et je pourrais jamais les remercier assez, hein, parce que t'imagines des parents qui sont nés en Algérie, qui viennent en France, qui n'ont pas de diplôme, qui sont ouvriers en fin de compte, hein, et qui se disent mes enfants, j'ai confiance, ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire. Et ça a très bien marché. Pour nous trois. Donc, ça, c'est quand même cool. C'est magnifique. Bravo à eux. Hein. Je les connais pas. Ouais, bravo à eux. Ils ont l'air de s'en être bien sortis. Ils ont bien éduqué leurs enfants. On dirait ils s'en sont bien sortis. Mais ce qui m'interpelle aussi aujourd'hui, parce que c'est des questions que je me pose, je fais beaucoup de choses, très occupé, je suis toujours en train de faire quelque chose. J'habite pas très loin de chez mes parents. Je les vois pas tous les soirs. Mes parents, ils sont à la retraite maintenant, ils sont pas éternels. C'est des choses qui me tournent un petit peu dans la tête. Ouais. Et je me dis, je fais ce que je veux. Mais est-ce que je fais vraiment ce que je veux ? Ouais. Est-ce que je fais vraiment tout ce qui est important ? Est-ce que c'est quelque chose qui te tourne dans la tête ? Quelle est ta relation aujourd'hui, par exemple, avec tes parents ? Parce que c'est le sujet facile, j'ai envie de dire. Est-ce que tu t'es posé des questions à ce niveau-là ? Comment est-ce que tu arrives à gérer, internaliser tout ça ? Le nombre de questions que je me suis posées. Après, encore une fois, j'ai quand même des conditions qui sont cool parce que mes parents habitent pas très loin de chez moi aussi. Alors oui, je les vois pas tous les soirs. On se parle très souvent et on se voit aussi très souvent. Et on fait en sorte que quand on se voit, ce soit des moments qui comptent. Donc on profite de ces moments-là et effectivement, eux comme moi, je pense, on est conscient que ils sont pas éternels. Moi non plus d'ailleurs, hein, on sait pas ce qui peut se passer demain. Effectivement. Donc plus on pourra apprécier ce temps-là, même si c'est pas tous les jours, mieux ce sera. Donc j'allais dire je fais un effort, mais en fait non, c'est pas un effort. Je le fais assez naturellement d'aller les voir autant que possible et qu'on passe des bons moments ensemble. Donc j'ai pas trop de regrets de ce point de vue-là à me dire ok, je travaille beaucoup, mais ça m'empêche de voir mes proches, etc. Je pense que j'ai trouvé un bon équilibre sur ça. Ok. Ouais. C'est très bien. Bravo à toi. Ouais, et puis en plus, vraiment, quand on se voit, on passe de bons moments. J'ai fait le semi-marathon de Lyon il y a quelques semaines. Ils sont venus me voir à l'arrivée. C'était trop bien. On a passé toute la journée ensemble. Je les ai revus encore il y a quelques jours. Donc ouais, c'est franchement les bonnes conditions. Ok. Mais après, j'ai de la chance parce qu'on n'habite pas très loin. Oui. On peut se voir Et assez vous avez souvent. une bonne relation, manifestement. Ouais, super relation. Okay. Avec toute ma famille, que ce soit mes parents, mon frère ou ma sœur. Super relation. Excellent. J'ai une question qui m'est revenue. Je l'ai eu avant quand tu as parlé de ton enfance. Et c'est quelque chose qu'on m'a posé. Et aussi une question. Je te pose des questions que je me pose. Bah ouais, mais vas-y, fonce, on est là pour ça. J'en profite. C'est mon podcast, je fais ce que je veux, putain. Est-ce que tu as l'impression, parce qu'il y a un peu ce phénomène, peut-être pas un phénomène, peut-être que c'est une construction sociale du fait de tiens, lui aujourd'hui il a réussi parce que quand il était jeune, il a eu un traumatisme, il a beaucoup souffert et du coup il a voulu se sortir de là, il est tombé tellement bas qu'il s'est dit je vais exploser très haut. Est-ce que tu as l'impression, parce que d'après ce que tu me racontes, j'aurais tendance à penser que c'est pas le cas. Après, peut-être que c'est pas le cas, peut-être que t'as pas envie d'en parler, etc. C'est tout à fait possible. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu Est-ce que tu as l'impression d'avoir souffert dans ta vie ? Non. Zéro traumatisme. Des fois, tu sais que je me sens même coupable de le dire. Hein. Mais zéro traumatisme, tout s'est bien passé. Tout s'est très bien passé. Je me suis jamais senti mal aimé. Je me suis jamais fait battre. Non, il y a eu zéro traumatisme. Personne de proche n'a décédé. Il n'y a pas eu de conflits familiaux dévastateurs, comme malheureusement ça peut arriver, ou des facteurs environnementaux, la guerre dans ton pays, etc. Aucun. Rien du tout. Rien du tout. Donc tu n'es pas quelqu'un qui a été torturé ou qui est torturé et qui cherche à se battre contre cela et qui, entre guillemets, puise cette force, ce courage et cette énergie qui semble, mais d'où est-ce qu'elle sort ? Parce qu'il y en a, ça peut sortir de rage. Ouais. Rage de se venger de la vie, peut-être, tu vois. Non, moi, j'ai jamais eu ça. Ça veut pas dire que je suis pas torturé, que je pense que tout le monde est torturé. Mais non, il n'y a pas eu de traumatismes qui ont motivé ça. Et tu vois, c'est pareil aussi pour la musculation. J'ai pas commencé la muscu parce que je n'aimais pas le corps dans lequel j'étais, parce que j'avais pas d'amis, enfin, j'en sais rien. Non, c'est juste commencé parce que je me voyais comme quelqu'un de musclé avant de commencer la musculation, pour te dire comment il délire le mec. Hein. Mais oui, du coup, non, pas de traumatisme et tout s'est plutôt bien passé. Et oui, il n'y a pas de motivation liée à la rage, à la tristesse, à la vengeance. C'est juste vraiment du développement pur et simple. J'ai envie de me développer aussi bien physiquement que psychologiquement et voir où ça peut me mener.
Ouais, ça m'intéresse comme réponse parce que je me considère dans la même catégorie, entre guillemets, que toi. S'il fallait en poser une, je me pose des questions parfois, on m'en pose aussi à ce niveau-là. J'ai rien à signaler. Ouais. Ma vie a été facile. Ouais. Et ça me fait mal de le dire et de l'assumer, tu vois, et de me dire, je suis désolé, est-ce que je dois être désolé? Je sais pas. Bah non, Mais parce des que fois, je pense pas que ça fait que la vie est facile. Alors effectivement, de passer par des traumatismes ou des drames pendant l'enfance ou l'adolescence ou même quand on est adulte, c'est terrible. Hein. C'est clair que je sais pas ce que c'est, donc, mais j'imagine que c'est terrible. Mais ça veut pas dire que la vie est facile parce qu'il y a d'autres questionnements qui viennent, comme justement celui de est-ce que c'était pas trop facile justement? Et ça peut entraîner une certaine culpabilité et ça peut entraîner des fois d'autres choses qui sont pas forcément très bonnes. Hein. Moi, je me suis déjà posé la question. Je pose ça là comme ça. N'hésite pas à me dire ce que tu penses réellement. Tu n'es pas obligé de... Enfin, ce que tu veux. Mais je me suis déjà posé une question un peu bizarre. Hein. J'en ai déjà parlé à certaines personnes. Et je me suis dit, parce que je suis un peu con ou taré, je sais pas. Mais je me suis dit, sa mère. Si j'avais souffert un petit peu plus, je serais peut-être... J'ai l'impression, en fait, que je me dis, en fait, j'ai peut-être pas assez souffert. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il y a une couille qui m'arrive dans la gueule, ça va être la première fois. C'est comme le fait, tu vois, typiquement, moi, je suis jamais malade. Je suis malade une fois tous les 4 ans. Ouais. Et quand je suis malade, je suis oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça va me tuer, c'est pas possible. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir une certaine fragilité à ce niveau-là et de me dire, mais en fait, si j'en avais plus chié, je serais peut-être meilleur. Peut-être que j'aurais un meilleur potentiel, j'accomplirais plus de choses dans ma vie. Si j'en avais chié un petit peu plus, et c'est limite, je me dis, bon, il faut que je trouve comment me mettre un petit peu dans certaines situations où c'est plus dur. Ouais. Est-ce que enfin, tu vois, moi je dis ça, c'est dans ma tête. Est-ce que tu te dis que, parce que forcément tu cherches l'inconfort des nouvelles choses, est-ce que ça fait tilter quelque chose en toi? Ça fait tilter quelque chose, mais c'est un peu à double tranchant aussi, hein, de se dire si j'étais passé par plus de traumatisme. Je dis pas que c'est des bonnes pensées. Ouais. Je dis sincèrement ce qui m'est déjà passé par la tête. Et j'en profite. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Alors après, je pense pas que je vais me mettre un peu dans la même catégorie, hein, qu'on soit pas préparé si jamais quelque chose de dramatique arrive. En fait, non, on peut pas le savoir. Donc, ça, c'est compliqué comme questionnement parce qu'effectivement... J'ai pas la réponse, c'est pour ça que je te demande. Tu me dis, on sait jamais. Sur un malentendu, il a la réponse. Comme on n'y a jamais été confronté, c'est difficile de savoir comment on pourrait réagir. Mais effectivement, il y a une petite partie de moi qui me dit c'est un peu à double tranchant parce qu'on ne sait pas. Ça se trouve qu'un traumatisme nous aurait détruit et qu'on n'aurait pas pu progresser. Je n'envie surtout pas le fait de... oui, bien sûr. J'aurais vraiment aimé être traumatisé quand j'étais jeune. Je pense que toutes les personnes qui écoutent ou qui regardent ont bien compris que ce n'était pas le cas. Non. Mais oui, c'est un questionnement qui est quand même très intéressant. Ouais, on n'aura pas la réponse aujourd'hui. Non, mais moi je pense trop des fois. Donc je me permets aussi, c'est pour ça que je fais des épisodes de podcast. Je parle tout seul, il faut que ça sorte. Il y a trop de merde qui traîne. C'est ta thérapie alors le podcast. Oui, alors moi mon podcast solo c'est ma thérapie. Si je parle à mon micro, c'est ma façon d'écrire dans un journal intime. Certains épisodes, c'est je sors des trucs parce que j'ai envie d'en parler et de parler à moi-même. Et je sais que c'est un format qui est peut-être moins présent et donc certaines personnes se reconnaissent aussi là-dedans parce qu'on est tous les mêmes êtres humains avec les mêmes questionnements, chacun à son échelle et tout. Ça, c'est un autre sujet. Mais merci pour ton écoute. Je nous ai pas trop éclairé sur le questionnement, mais bon. Il n'y a pas de mal, j'aurais essayé. Pour en revenir un petit peu plus sur toi, il y a quelque chose qui me la question que je me pose, évidemment, qu'on peut se poser, peut-être que certaines personnes qui ne te connaissaient pas trop pendant ce podcast se sont dit aussi, ok, Nassim fait beaucoup de choses professionnellement et tout, mais la vie amoureuse, alors là-dedans, c'est quoi les bails? Qu'est-ce qui se passe? Je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit dans un podcast, parce que j'avais préparé un petit peu une question à ce niveau-là. C'était que dans une interview, tu avais dit, un temps, je me levais à 4h30 du mat pendant 2 mois de suite, et niveau vie de couple, c'était pas ouf. Non, c'est pas comprendre. Ma question c'était d'où venait déjà cette idée, typiquement, de poser le contexte de tiens, je vais me lever à 4h30 du mat pendant X temps. C'était déjà une question d'expérimentation. Et puis après, en fait, j'aime bien expérimenter, vraiment. Et quand j'entends des personnes dire « Oh, moi, je me lève à 4h30 parce que je suis plus productif, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de machin », au lieu d'émettre des jugements et de me dire « Ah, mais c'est de la connerie, ça se trouve, ils se réveillent pas à 4h30, ça se trouve, ça fait rien de bien », eh bien, j'essaie et on verra ce que ça donne. Donc voilà d'où vient un petit peu la logique. C'était des interviews de sportifs, de grands patrons. Bien sûr. Les habitudes des riches. Les habitudes des riches. C'est un peu mal dit, mais c'était ça. C'était Kobe Bryant, c'était Bob Iger, c'était l'ancien patron de Disney. Il y avait
Mark Wahlberg, The Rock, des trucs comme ça, quoi. Je me suis dit, je vais tester, pourquoi pas. Mais effectivement, à l'époque, j'étais en couple. Et se lever à 4h30, ça implique de se coucher à 19h30 à peu près. La plupart des gens terminent le boulot vers 18h, n'ont même pas encore commencé à manger à 19h30. Moi, j'étais déjà au lit. Et donc, ma copine, mon ex, celle avec qui j'étais à l'époque, faisait partie de ces personnes-là qui dînaient à 20h, qui se couchaient peut-être juste avant minuit. Ces personnes bizarres qui mangent à 20h, c'est ça. Et moi, je mettais mes boules caisses, je mettais mon masque et j'allais dormir à 19h30 pour me réveiller à 4h30. Ceci dit, niveau productivité, c'était génial. C'est que arrivé à midi, j'avais fait une quantité de boulot incroyable. J'étais moins fatigué. Mes nuits de sommeil étaient incroyables, mais vraiment, c'était les meilleures nuits de sommeil que j'ai fait, de loin. Mais après, voilà, ça a amené son lot de complications. Et c'est question qui en suit, on dira, c'est, et je te pose des questions, je suis aussi dans une situation où, alors je sais pas comment des relations sentimentales ont pu évoluer en parallèle de ton évolution professionnelle, mais personnellement, il y a eu une relation qui a duré un moment en même temps, et au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Et aujourd'hui, il y a un petit peu la vie professionnelle qui prend beaucoup de place dans ma vie. J'essaie de rencontrer des filles, des choses comme ça. C'est devenu beaucoup plus important pour moi ces derniers mois, après une recontextualisation de mes priorités personnelles. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu fais de la place là-dedans? Est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que ça l'est pas? Oh si, c'est 100% important. Vraiment, c'est hyper important. Donc, je fais de la place pour ça. Et alors, en fait, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre parce que oui, j'y apporte beaucoup d'importance. Mais effectivement, mon mode de vie actuel fait que c'est difficile de rencontrer des personnes soit qui comprennent ce mode de vie, ou soit qui peuvent s'y adapter. Je dis pas qu'on doit s'adapter à 100% à mon mode de vie, mais il y a forcément des compromis à faire. Et donc, moi, je veux bien m'adapter dans une certaine mesure, mais dans une relation de couple qui fonctionne bien, en général, tu vois, on essaye de faire des compromis. Mais ça, je remarque que c'est de plus en plus difficile. Parce que mon mode de vie il est en train de s'éloigner de plus en plus de personnes, de la plupart des gens actifs. Des styles de vie, ouais. Donc, c'est un peu compliqué, effectivement. Ouais. Et est-ce que tu... je suis désolé de creuser encore un peu la question, mais est-ce que c'est quelque chose... Parce que, comme tu l'as dit, est-ce que ça va, entre guillemets, s'arranger de ton côté? L'adaptabilité, on est d'accord, il faut faire des compromis. D'un autre côté, moi, je me pose des questions similaires. Je me dis, évidemment, il faut faire des compromis. Moi, j'aime bien aussi avoir quelqu'un qui puisse me cadrer un petit peu, avoir des horaires un petit peu plus réguliers grâce à quelqu'un sur lequel je me contrains, entre guillemets, pour passer du temps avec. Mais d'un autre côté, je pars dans une direction qui semble un petit peu différente. Ouais. Donc, est-ce que toi, aujourd'hui, par exemple, tu es célibataire actuellement? Oui. Oui, très bien. Oui. Est-ce que tu chercherais peut-être quelqu'un qui te sortirait un peu de tout ça? Parce que moi, je sais que j'ai été... toutes mes relations, ça a toujours été avec des personnes qui n'étaient pas du tout dans les réseaux, typiquement. Ça me faisait un bienfait plutôt sympa. Par contre... quelqu'un qui n'est pas dans ce domaine-là aura moins de chances d'avoir un style de vie qui s'accorderait au mien en termes d'horaire de travail et tout ça. Est-ce que toi, tu te poses ce genre de questions? Est-ce que le style de vie doit être le même, différent? Est-ce que... Je me les pose toutes. Ouais. Je me les pose toutes, ces questions. Et après, faut pas que le style de vie soit forcément le même que le mien. Mais en fait, effectivement, ça apporte des complications parce que plus le temps passe et plus j'ai un rythme de vie qui est flexible, disons. Et ça, je le dois justement aux années de sacrifice que j'ai fait il y a quelques années. Mais moi, je suis chaud à m'adapter à des modes de vie qui ne seraient pas le mien. Dans le sens où je trouve ça un peu injuste d'avoir passé des années à me sacrifier pour me créer le mode de vie que j'ai aujourd'hui et de devoir revenir en arrière, tu vois, pour quelqu'un qui n'aurait pas le même. Je sais que c'est très égoïste. Après, revenir en arrière, c'est donc de ton point de vue à toi. Ah oui. Effectivement. Ouais. Si j'ai fait les sacrifices que j'ai faits il y a quelques années, c'est pour justement ne pas travailler du lundi au vendredi de 9h à 17h, d'avoir le week-end, d'avoir 5 semaines de congés payés. Non, je veux partir en vacances quand je veux. Je veux pouvoir dire ok, aujourd'hui on est mercredi, j'ai pas envie de travailler, je ne travaille pas. J'ai envie de partir en week-end maintenant, là tout de suite. Lundi matin. Voilà, lundi matin, j'ai envie de me casser. Ouais, je me casse. Voilà, tout simplement. J'ai pas envie de regarder où est la destination, combien coûte le billet d'avion. Je veux avoir cette flexibilité là. Maintenant, je l'ai, donc c'est très cool.
mais je suis tout seul à l'avoir et c'est très compliqué de trouver quelqu'un qui pourrait avoir la même, voire même, j'ai failli dire impossible, mais bon, rien n'est impossible, mais c'est très 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 difficile. Donc du coup, je suis un peu partagé entre ok, bon bah c'est le jeu et je vais trouver quelqu'un qui forcément n'aura pas le même mode de vie que moi, ou alors bah j'attends encore avant de trouver cette personne qui coche toutes les cases, mais il y a des chances pour que ça n'arrive jamais. Oula, là t'es parti dans un truc qui m'a fait tilter un petit peu. C'est justement quelque chose auquel je parle avec mes potes et tout ça. C'est cette personne qui coche toutes les cases. Parce que moi, je sais qu'il y a entre guillemets, on a tous certaines cases. Par exemple, quelqu'un qui pourrait nous intéresser, certains attraits, ça peut être le style de vie, les choses comme ça. Et j'ai l'impression, ça fait quelques mois que je cherche, c'est chaud. Ah oui, c'est chaud. Ou quelqu'un qui coche toutes les cases. C'est chaud. Mais même si c'est pas toutes les cases, même si c'est les cases les plus importantes, même ça, c'est hyper difficile. Même ça, c'est hyper difficile. Donc, c'est un peu compliqué. Et puis, on sait comment se passent les relations. Quelqu'un coche beaucoup de cases au début. Et puis après, au bout de quelques mois, on se rend compte que, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Donc, ça amène son lot d'interrogations. Et c'est un work in process, et c'est quelque chose qui... Parce que je te dis ça vient de moi, c'est quelque chose que j'ai l'impression justement, aujourd'hui, c'est les réalisations que je me suis faites cet été notamment, c'était, ok, c'est cool, aujourd'hui je peux passer beaucoup de temps à faire plus 10 en développement perso et en développement pro, mais en fait, si je faisais plus 0,2 en développement sentimental, j'y gagnerais plus, j'ai l'impression, tu vois. Est-ce que tu as ce genre d'envie, ou est-ce que pour toi c'est pour l'instant aujourd'hui, alors moi je suis très bien tout seul aujourd'hui, j'attends de voir, et si ça se profile, à quel point est-ce que proactivement tu as envie de... C'est difficile, et peut-être que ça dépend même des périodes. Il y a des périodes où effectivement je me dis attends, ça va, il y a les projets qui vont bien, je suis plus 10 développement perso et puis pro, peut-être qu'il faudrait que je me bouge un petit peu le cul sur ça. Mais en même temps, forcer les choses, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et puis j'ai pas envie de multiplier les rencontres en fait. D'accord. J'ai pas envie de multiplier les rencontres pour voir si quelqu'un pourrait me convenir, parce que j'ai déjà essayé et c'est pas forcément très épanouissant. Donc peut-être qu'il y a une part de moi qui me dit ok, on va laisser un petit peu faire, on verra ce que ça donne. Plutôt faire les choses instinctivement. Et puis, si j'ai envie de faire des rencontres, je les fais. Si ça ne m'inspire pas, je continue à bosser et puis ça ira très bien. Et tu as l'impression qu'il faut creuser, que tu dois creuser un peu une relation avant de réaliser si ça coche les cases ou pas, ou est-ce que tu Ah bah ouais. En fait, pour moi, le but, c'est de trouver quelqu'un avec qui passer... On est d'accord. Tu vois à long terme. Probablement toute sa vie. Ça ne m'intéresse pas trop de devoir, encore une fois, multiplier les rencontres juste pour faire des rencontres. Bon, parce que c'est bon, je pense que je suis assez vieux. Et même, en fait, ça m'a jamais intéressé parce que je suis resté très longtemps avec la même personne. Et du coup, moi, je me vois plus à partager quelque chose de durable avec quelqu'un. Toi, tu as une vision à long terme de la famille avec des enfants. Ouais, ce serait cool. C'est ça. Ce serait cool. Tu te projettes en tant que père de famille. 100%. Ouais. 100%. Okay. Après, ça arrivera quand ça arrivera. Il faut trouver la bonne personne pour ça. Donc ça, c'est une autre histoire. Famille, ça demande que tout le monde soit uni. Voilà, il faut que tout le monde soit d'accord. Exactement, exactement. Donc il y a des moments où ça m'inquiète véritablement, et d'autres moments où je me dis il y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. De toute façon, s'inquiéter à quoi ça va mener, si ce n'est à essayer encore une fois de forcer les choses, à faire de plus en plus de rencontres, tout ça pour que ce soit pas forcément très épanouissant. Donc là encore une fois, j'ai pas la réponse, vraiment, j'ai pas la réponse du tout. Et c'est juste que je sais pas si on est les seuls à se poser ces questions. Non, mais tout le monde se pose ces questions. On a souvent l'impression en tant qu'être humain, je suis vraiment le seul au monde qui ressent ces trucs à ce moment-là. Et on oublie en fait qu'il y a sûrement 14 millions de personnes en même temps que toi, à la seconde près, qui pensent pareil dans leur lit. Mais en fait, je suis vraiment le seul, personne me comprend, etc. À mon avis, plein de gens, mais avec des chemins de vie différents, bien évidemment. Mais plein de gens se posent ces questions. C'est pour ça que je trouve ça intéressant de les aborder, parce que déjà, ça peut montrer que Nassim, lui aussi, se pose des questions. Il peut donner l'impression qu'il réussit à tout faire, qu'il est très fort dans tout ce qu'il fait. Il est fort dans beaucoup de choses. Mais on reste, c'est un être humain normal qui, forcément, doit jongler avec beaucoup de choses, ses propres sentiments, ses propres émotions, et encore plus avec le fait de à quel point est-ce que je les montre, à quel point est-ce que je les partage, etc. Il y a cette vision aussi de je suis un homme musclé, etc. Est-ce que je suis censé, du coup, être un homme solide, viril? Moi, j'ai pas de sentiments, je ne pleure jamais. Je suis musclé, c'est pour ça. Si je... non, c'est pas le cas. Il y a toutes ces choses. Donc, tu te considères comme quelqu'un de sensible? Ah ouais, carrément. Mais après, c'est pas incompatible avec des muscles. Bien sûr. Non, mais alors, moi, le premier, j'ai pas l'impression d'être le mec
Le moins musclé ou le plus insensible non plus. J'ai plutôt l'impression d'être assez sensible, voire hypersensible parfois. Ouais, et puis moi, je suis très à l'aise avec ça. Donc, je me définis comme sensible, mais après, je sais pas à quel degré. Mais oui, c'est carrément. Okay. Et d'un point de vue vu qu'on était sur le sujet, on va gentiment boucler cette histoire, mais étant donné que tu as des ambitions, tu veux que ça grandisse, en plus tu es peut-être un petit peu plus axé aujourd'hui, business exponentiel, création de contenu, etc. Nassim Saïdi va devenir de plus en plus connu, de plus en plus reconnu. La vie privée, c'est quelque chose que tu gardes très privé pour certaines des parties de ta vie, que tu partages assez peu, notamment tout ce qui est relations sentimentales, etc. Il y a beaucoup de choses que tu gardes pour toi et moi, je trouve ça admirable. Est-ce que c'est soutenable à long terme, tu as l'impression ? Ouais, je pense que oui. Ouais. Je pense que oui, parce que c'est un type de célébrité, grosse guillemets encore, qui est un peu particulier, tu vois. Je pense que les gens actuellement, les gens me reconnaissent plus en me disant « Ah bah, je t'ai vu sur YouTube sur les conseils que tu as donnés. » Et pas sur « Ah bah, je t'ai vu dans telle télé-réalité. » ou Ça, évidemment. Mais est-ce que tu ne penses pas avoir envie ou besoin un jour de plus te vendre toi-même, notamment parce qu'on pourrait se dire à un moment donné, je ne suis pas dans ce processus, donc je ne sais pas, mais peut-être au bout d'un moment, tu dis « Ok, il y a une espèce de plafond de verre aussi. » Évidemment, je ne peux pas que parler de musculation H24 si mon but c'est, entre guillemets, de croître. Au bout d'un moment, tu casses certaines choses, bah, tu peux évidemment, et il n'y a aucun mal à ça, mais à partager plus de choses pour chercher plus d'audience peut-être, pour croître davantage. Tu as tout à fait raison. Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète de me dire je vais avoir une plus grosse audience, potentiellement plus de reconnaissance, de célébrité, on appelle ça comme on veut. Plus de effet paparazzi aussi. Ouais. C'est-à-dire tu te balades dans la rue, tu es avec ta copine parce que tu as quand même envie de pouvoir te sortir de chez toi. Je parlais avec, j'ai fait un podcast avec Juju Fitcats il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, on parlait un peu de ça. Et tu vois, elle me disait, j'ai envie, si on veut avoir des enfants, j'ai pas envie de les montrer sur mes réseaux, mais j'ai peur qu'en fait, des gens nous voient, ils prennent des photos, des vidéos, ils les balancent sur Twitter et ça y est, il y a mon gosse sur Twitter, tu vois. Et ça, c'est le dommage collatéral de cette célébrité. Ouais. Est-ce que tu te projettes peut-être pas jusque-là? Je ne me projette pas jusque-là. Et même, en fait, si jamais j'étais amené à me projeter, ça me fait pas trop peur. Okay. Même quand là, actuellement, on me reconnaît dans des conditions où je suis avec une fille, par exemple, où je suis en boîte de nuit, où je suis en train de manger n'importe quoi. Vivre ta vie normale. Je suis en train de vivre ma vie. Ça m'a jamais dérangé. Ouais, ça m'a jamais dérangé. Et on a toujours... ça a toujours été plus agréable que désagréable. Et ça, disons que j'ai beaucoup d'assurance sur mon mode de vie, tu vois. Tout ce que je fais, c'est assumé. Donc, si je vais en boîte de nuit, c'est assumé. Quelqu'un me voit là-bas, c'est assumé. Bien sûr. Que je sois avec telle ou telle personne, c'est assumé. Donc, je me sens jamais, comment dire, je me sens jamais à nu quand quelqu'un me voit dans certains délits. Ouais. Oh là là, Nassim, il mange un gâteau, il boit un cocktail en boîte de nuit. Ah ouais. Il a menti. Non, il a pas menti. Non, mec, c'est ma vie. Il s'en bat les couilles. C'est juste, il est 19h, le travail c'est fini et puis il va. Exactement. Donc je fais pas en sorte de modifier mon comportement. Je suis comme je suis. Et comme je suis très à l'aise avec qui je suis en fait, bah ça pose pas de problème. Génial. J'aime pour l'instant en tout pareil. cas. Effectivement, on verra comment ça évoluera. C'est un peu ce que je me dis aussi, c'est que je suis très content aujourd'hui, j'ai rien à cacher, c'est génial. Et on verra en cours de route les dommages collatéraux qui ne sont probablement pas les raisons pour lesquelles tu as commencé à faire ça, mais qu'il faut évidemment. Ils peuvent arriver. Ouais. Il faut évidemment gérer. J'ai quelques derniers petits, un dernier petit sujet rapidement. C'était à un moment donné, en plus tu as vite passé dessus vis-à-vis de ton frère qui est parti. Pour éventuellement une carrière d'athlète, justement, qui s'est blessé, qui a dû revenir. Moi, je fais parfois la comparaison, je trouve ça intéressant, entre la carrière de créateur de contenu et la carrière d'athlète, où ça peut être très condensé, ça peut être « Ok, c'est maintenant, c'est ton pic, c'est maintenant. Là, il faut capitaliser, t'es en forme, t'es pas encore à la retraite. La retraite, ça peut arriver demain, tu peux te blesser demain, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Il y a une carrière après la carrière, peut-être, les athlètes qui deviennent entrepreneurs, etc. Et parfois, on se sent peut-être dans ce prisme en tant que créateur de contenu de tiens, j'ai le vent dans le dos là, tout ce que je touche, tout se transforme en or. Est-ce que tu vois ça un petit peu comme ça? Tu as l'impression ok, il faut que je capitalise maintenant, ou est-ce que tu es là en mode j'ai pas de souci, du coup on peut étaler vraiment sur plus long terme? Ah non, sur la création de contenu, il faut capitaliser maintenant. 100%.
100%. Je sais pas comment sera YouTube dans 5 ans et les autres réseaux sociaux. Je sais pas comment je serai dans 5 ans. Ouais. Si j'aurai toujours envie de m'exposer ou de partager des conseils ou même d'autres choses sur ce genre de plateforme. Donc oui, je pense qu'il faut capitaliser maintenant. Mais en fait, j'ai cet état d'esprit même pour le reste. Il faut capitaliser maintenant, en fait. C'est que pour mes salles de sport, peut-être que la croissance, c'est maintenant et pas plus tard. Peut-être que pour mes formations, mes programmes en ligne, la croissance, c'est maintenant et pas plus tard. Donc j'ai toujours cette mentalité de c'est maintenant, en fait. C'est pas demain. Je peux pas me dire, OK, je prends un peu de repos maintenant ou alors j'y vais un petit peu moins vite dans l'espoir que plus tard, je puisse accélérer un petit peu. Ouais. C'est j'y vais maintenant parce qu'on sait pas trop comment ça va évoluer. Ouais, on en revient un petit peu à cette histoire de si tu as l'impression d'avoir trouvé un bon équilibre, il n'y a pas quelque chose de il n'y a pas un aspect plus court-termiste qui pourrait justement sacrifier d'autres parties importantes au profit d'un profit immédiat parce que tu n'agis pas, tu donnes pas l'impression d'agir dans l'urgence, ce qui peut être le cas parfois quand on se dit OK, j'ai 2 ans pour tout réussir. En tout cas, tu n'es plus dans cet état d'esprit. Non, en plus, il y a une différence entre capitaliser maintenant et être dans l'urgence à être complètement inquiet de se dire attends, il y a vraiment le chrono qui tourne et dans 18 mois, c'est mort pour moi. Je me dis pas ça, je me dis peut-être que ça marchera encore dans 5 ou 10 ans sur YouTube, mais peut-être pas. Peut-être t'auras plus envie. Peut-être j'aurais plus envie. Et donc, dans le doute, autant faire tout ce qu'on peut faire maintenant et voir comment ça évolue. Excellent. Et au niveau de la passion pour le cinéma et tout ça, j'ai vu le podcast que tu as fait parce que Nassim a aussi un podcast. Là, on discute sur lequel il y a un petit épisode qu'on va enregistrer ensemble oui, monsieur. également. Tu as fait une interview avec Yvan et tu parlais un petit peu de cinéma. Est-ce que ça, c'est le genre de projet, parce que tu n'as pas beaucoup de place dans ton emploi du temps, est-ce qu'aujourd'hui, dans tes projets qui vont arriver, tu comptes entreprendre quelque chose de nouveau et d'intégrer à tout le reste, ou est-ce que Nassim, aujourd'hui, il a sa vie, il a ses choses, il va continuer dans sa ligne. Et tu parles du cinéma, là ? Par exemple, ça peut être une chose que tu pourrais peut-être intégrer ou d'autres. Quels sont tes projets à venir ? Ah, il y a d'autres projets, effectivement. Si je dois résumer la question. Il y a d'autres projets, effectivement, mais le cinéma, ça reste quand même le goal ultime. Ok. Vraiment le goal ultime. Ah, le goal ultime. D'accord. Le goal ultime, parce que le cinéma, c'est bien le truc qui me provoque des sensations particulières. Okay. Le cinéma, ça me parle, mais à une profondeur incroyable. Et je me vois bien, dans ce rôle-là, raconter aussi des histoires qui pourraient provoquer le même type de sensations chez d'autres personnes. Donc le cinéma, c'est le goal ultime. Après, encore une fois, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Donc peut-être que je ne réaliserai jamais de film de toute ma vie. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est toujours dans un coin de ma tête depuis que je suis adolescent. Et je me dis que en fait, la vie est bien faite parce que plus le temps passe et plus je me dis, en fait, il y a moyen que ça arrive vraiment, quoi. Il y a moyen que ça arrive vraiment parce que je commence à avoir les moyens, je commence à avoir les contacts. Et avec la maturité que j'ai, je me dis, je saurais je sais de plus en plus comment il faudrait s'y prendre. Alors que quand j'étais adolescent, je ne savais pas ce que c'était un producteur, un réalisateur. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. Je ne savais pas qu'il fallait une équipe, un directeur de la photographie. Maintenant, je suis plus informé sur le sujet et je saurais vraiment comment m'y prendre pour refaire ça. Et j'espère qu'on pourra avoir une production, réalisation Nassim Saïli, peut-être même... Quel premier rôle, Nassim Saïli, je ne sais pas exactement où tu te positionnerais là-dedans, mais tout ce que je peux te souhaiter, c'est que... Alors moi, j'ai hâte de voir, en tant que consommateur extérieur, voir un Nassim Saïli jusqu'où va aller la carrière. J'ai confiance qu'on n'en est qu'au début. Donc, en tout cas, tout ce que je peux te souhaiter, c'est que ça continue comme ça a l'air d'être bien parti. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter un petit peu. C'est trop bien, c'est passé vite. Hein. Ouais, c'est passé vite. Quand on discute de choses intéressantes, en ce qui me concerne, ça passe vite. Ouais, c'est super. Donc, merci encore. Je vais mettre tous les liens vers les réseaux de Nassim et vers l'autre épisode qu'on a fait ensemble dans la description de la vidéo du podcast. Nassim, merci encore pour l'accueil. Merci, Eric. Et puis à très bientôt.